Bernard Pecker est économiste. Il est auteur de plusieurs ouvrages, régulièrement auteur d'articles dans des revues telles qu'Alternative économique. Il est professeur à l'université de Grenoble. Il est spécialiste de la géographie économique. À cette occasion, il s'intéresse dans ses travaux au processus de construction territoriale, de ressources territoriales et aux interactions entre les acteurs d'un territoire, en particulier à travers les initiatives collectives telles que les clusters et les pôles de compétitivité. Alors, professeur Pecker, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer comment, selon vous, contribuer au développement économique d'un territoire en partant de ses ressources propres et comment inventer une gouvernance territoriale efficace comme nous souhaitons le faire aujourd'hui à l'échelle du pays Val-de-Garonne, Guyane, Gascogne? Eh bien, je vais essayer. Je vais essayer de montrer en quelques mots qu'il s'agit en fait d'une démarche qui a été si bien décrite dans le propos liminaire du président Binquet. On a effectivement une démarche à mener, une démarche collective, et d'une manière qui doit trancher avec l'habitude. Alors, j'ajoute simplement dans ma présentation, parce que ça peut être utile sur la compréhension des terrains, j'ai eu le plaisir d'être élu à la mairie de Grenoble comme adjoint chargé des relations avec les entreprises. Donc je ne suis pas uniquement un pur esprit. Il m'est arrivé aussi de croiser des chefs d'entreprise dans la vraie vie. Voilà. Alors, je dirais peut-être pour commencer que ce qui m'a frappé dans les propos que je viens d'entendre, c'est l'affirmation qu'il fallait maintenant que les collectivités territoriales, que les acteurs locaux prennent véritablement en main la dimension de développement économique d'une autre manière. Et effectivement, pendant 30 ans, si on fait un bilan, le bilan de l'action économique des collectivités territoriales est un peu mitigé. Là, j'emploie la litote, parce qu'en fait, il y a un certain nombre de limites qui se sont posées. Donc rassurez-vous, je ne vais pas faire une fresque sur les politiques locales de développement économique, mais je crois qu'il y a eu un certain nombre de malentendus qu'il faut lever, surtout en période de crise aujourd'hui. Le premier des malentendus, à mon sens, c'est l'emploi. C'est-à-dire qu'en 1982, on a dit aux maires, l'emploi, c'est vous. Ben, les pauvres maires, ils ont pris ça sur leurs épaules en disant, mais bon, alors... Et depuis, moi, j'ai le sentiment d'un espèce de traumatisme collectif. L'emploi d'abord, on réfléchit après. Et ça a donné lieu à des politiques, surtout d'essayer de piquer l'emploi à son voisin, surtout d'essayer de trouver des emplois subventionnés, d'aller chercher des emplois n'importe où, pourvu qu'on ait un bilan positif en termes d'emploi. Ça a complètement gauchi les politiques publiques locales. Quand on est dans une période de relative croissance, tout ça, ça passe dans le mouvement. Mais quand on est dans une période de difficulté comme aujourd'hui, évidemment, ça ne donne pas grand-chose de bon. Et en plus, ça aiguise la concurrence, alors que la concurrence, elle est parfois salutaire, mais elle est parfois paralysante. On a toute cette rivalité entre communes où on a confondu finalement le fait de s'équiper soi-même, et c'est forcément aux dépens des autres. Alors que ça peut être, comme on dit dans le langage moderne, un jeu à somme positive. Alors, on a également cette idée que longtemps on a eu une logique d'équipement. C'est-à-dire, j'ai tant d'habitants dans ma collectivité ou dans mon intercommunalité ou dans mon canton, donc j'ai droit à tel niveau d'équipement. Comme si on avait des territoires qui étaient tous les mêmes. Donc le premier point, c'est que tous les territoires sont différents et que l'économie territoriale, ça consiste à trouver la différence, comprendre sa différence. Alors il y a un vieil adage que j'ai inventé qui dit il vaut mieux faire ce que son voisin ne sait pas faire, plutôt que de faire comme son voisin, si possible moins cher. Autrement dit, au lieu de se mettre dans la concurrence, quand on en a la possibilité, il faut essayer de trouver là où on est le meilleur et là où on est différent des autres. Ce qui veut dire toute une étape de réflexion que manifestement vous avez engagée d'ores et déjà. Alors,
vous avez vu peut-être que dans le monde daté d'aujourd'hui, il y a toute une étude sur les bassins de vie, justement, montrant que, se posant la question, est-ce que les bassins de vie ne seraient pas les nouveaux espaces de la vie collective en France et en Europe? C'est-à-dire, c'est les propos que vous avez tenus tout à l'heure, tout à fait. Et effectivement, c'est l'idée qu'il faut revenir aux populations. Que souvent, on a une vision de l'économie qui était une vision, eh bien, il y a une grande machine macroéconomique en voie de mondialisation, on n'a pas toujours de prise là-dessus, et suivant le taux de croissance, où on sera heureux ou on sera malheureux. En réalité, aujourd'hui, il y a une part d'initiative locale qui va modifier les résultats et qui va nécessiter des stratégies qui sont propres. Et il faut, au lieu d'avoir le marché qui est quelque chose d'assez abstrait comme horizon de débouché pour les entreprises, rappelons toujours une chose toute bête, c'est que les entreprises travaillent pour des populations. Et que très souvent, on a des productions, on ne sait pas trop d'où elles viennent et on ne sait pas trop en direction d'où elles sont. Et finalement, une espèce d'anonymat dans l'économie. Donc, je pense que le projet de développement économique, c'est aussi une reconnexion des citoyens à leur propre destin économique. Ce qui veut dire que ça concerne bien entendu au premier chef les entreprises, mais aussi les citoyens. C'est tout le monde qui doit se pencher sur la chose économique, se réapproprier, chercher sa différence. Alors, ça veut dire qu'on peut revenir à la définition que vous avez donnée du territoire, parce que chaque terme est important dans cette définition. On peut les reprendre. C'est finalement un concours d'acteurs, une rencontre d'acteurs. Donc il y a toute la question de savoir qui sont les différents acteurs. Donc on a dit que c'est pas seulement l'État, les collectivités et les entreprises, c'est aussi le monde associatif, le reste de la société dite civile qui est concerné au premier chef. Mais c'est aussi dans ces acteurs la nécessité qu'ils se rencontrent. Et finalement, c'est pas si facile que ça. Vous le voyez très bien concrètement. En France, c'est pas toujours facile de se rencontrer entre différents acteurs. Soit on est d'un côté, soit de l'autre. C'est souvent un peu à frottement dur. Moi, je me souviens au moment des comités de bassin d'emploi, au début des années 80, les gens étaient mandatés, se réunissaient. Alors, il y avait tous les acteurs, les élus, les syndicats, les entreprises, etc. Et puis, chacun était mandaté pour dire quelque chose. Donc, il n'avait pas le droit de penser que son voisin, de changer d'avis en fonction de ce que son voisin allait lui dire. C'est impossible. Moi, je disais, vous avez qu'à mettre ce que vous avez à dire sur une ardoise, vous levez l'ardoise, on prend des notes et finit la réunion. Parce que si personne ne peut changer d'avis, c'est pas une vraie réunion. Donc il faut qu'il y ait une rencontre d'acteurs, il faut que ça discute. Et puis ensuite, il y a le deuxième élément, c'est le contexte géographique. C'est-à-dire la grande nouvelle du développement territorial, c'est que le contexte culturel et historique va compter dans le développement territorial. Alors juste un exemple qui moi, m'a beaucoup frappé, mais il y en a beaucoup. La capitale culturelle de l'Europe, cette année 2015, c'est la ville de Mons en Belgique. Moi, j'aurais jamais parié un centime que la ville de Mons devienne la capitale culturelle de l'Europe. J'aurais dit Florence, j'aurais dit oui, peut-être, mais pas Mons. Mons, c'est la capitale du borinage, du charbon, qui est en déconfiture économique, les magasins ferment, c'est un peu tristounet. Bon, la seule différence, c'est que le bourgmestre de Mons a été, M. Di Rupo, a été Premier ministre de la Belgique. Alors c'est vrai que ça aide un peu. Mais il n'empêche quand même que c'est un pari incroyable. C'est-à-dire de dire, on est une ville de tradition ouvrière, minière, en complète reconversion, on a des tas de problèmes, eh ben on va s'en sortir par la culture. C'est-à-dire qu'on va essayer de redéfinir ce que l'on est et on se paye le culot de candidater pour être la capitale culturelle de l'Europe. Je ne sais pas si ça va marcher, mais c'est plutôt intéressant et pas mal parti. Alors ensuite, on a ce concours d'acteurs qui tient compte du contexte géographique. Peut-être je pourrais développer un tout petit peu ça après. Eh bien, il fait deux choses différentes. Il doit révéler
et tenter de résoudre des problèmes communs. Et puis c'est tout, c'est ça le territoire. C'est révéler et tenter de résoudre. Mais révéler, c'est très important, parce que pour résoudre un problème, il faut le formuler. Si vous ne formulez pas le problème n'existe pas. Puisqu'il n'y a personne pour dire... Alors c'est soit un problème, soit un avantage collectif. Alors là, encore un petit exemple rapide, toujours en Belgique, bon, je trouve que c'est comme ça. J'ai également été me promener dans une petite ville qui s'appelle Dinan, qui fait 12 000 habitants, et qui a une particularité très étrange, c'est qu'il y a plus d'1 millier d'emplois entièrement consacrés à la fabrication d'instruments de musique et organisation de grands concerts, d'écoles de musique internationales, etc. 1 millier d'emplois sur 12 000 habitants, et donc sur environ 8 000 actifs, quoi. Et alors je lui ai demandé pourquoi. Et on m'a dit, mais à la fin du 19e siècle, monsieur Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone, est né à Dinan. Et c'est pour ça qu'on a 1000 emplois dans la musique et dans la fabrication d'instruments de musique. Mais ce que j'ai su après, c'est que monsieur Adolphe Sax, probablement accompagné de ses parents à l'âge de 6 mois, a quitté définitivement la ville de Dinan, et il n'avait pas encore inventé le saxophone. Mais ça ne fait rien. Les gens de Dinan, ils ont dit, bon, on va tirer le fil rouge, on est la ville de la musique. Et ils ont bâti une économie de la musique. Donc ça veut dire que, pour reprendre votre question au départ, c'est une construction d'acteurs. Et il faut chercher ses ressources propres. Et la bonne nouvelle, c'est que les ressources, ça peut être des choses extrêmement variées. Et surtout inattendues. Donc il faut aussi se donner le temps de pouvoir chercher l'inattendu, le formuler. C'est-à-dire que si on s'en tient uniquement à ce qui est l'apparence, on ne va rien trouver de nouveau. Mais il faut qu'il puisse y avoir dans cette réunion d'acteurs suffisamment de temps, d'où la contradiction entre à la fois aller vite et à la fois se donner le temps, pour pouvoir faire surgir l'inattendu. Ça, je crois que c'est un sujet de débat. C'est-à-dire que probablement votre initiative, si vous traînez trop, vous n'allez jamais la réaliser, parce qu'il faut passer des contrats avec la région, etc. Mais en même temps, si vous coupez tout de suite par réflexion, mais je ne pense pas que ce soit votre objectif, eh bien, vous resterez sur la vue de départ sans pouvoir la faire bouger. Donc là, il faut gérer le temps, et gérer le temps long de cette démarche collective. Alors, dans la révélation de la ressource, il faut aussi pouvoir entendre et faire parler un peu tout le monde. Et on a des marges de manœuvre. Donc je vais vous donner un autre exemple pour comprendre qu'avec une même ressource, on a des marges de manœuvre. Il se trouve que dans la région où j'habite, à côté, dans le département de l'Ardèche, dans le sud de l'Ardèche, on a découvert la grotte Chauvet, qui est une grotte préhistorique merveilleuse, extraordinaire. Il est prévu, ils sont en train de terminer la réplique complète de cette grotte, et il est prévu 500 000 visiteurs par an. Ce qui est au niveau, je crois que c'est assez rapidement derrière la Tour Eiffel, le château de Versailles et le Mont-Saint-Michel, qui eux caracolent dans le million de visiteurs, mais 500 000, c'est pas mal. Et surtout, ça fait 500 000 repas, parce que l'infrastructure hôtelière n'est pas assez costaude, donc les gens ils vont venir de Lyon, et puis après ils iront à Avignon, ils passeront la journée. Mais il y a 500 000 repas. Alors, les élus, les responsables, les chefs d'entreprise, ils ont le choix entre faire du développement territorial avec ça ou ne pas en faire. Ne pas en faire, c'est demander à une grande entreprise qui fait des repas d'assurer ces repas. On va aller chercher l'alimentation de l'extérieur et on va voir l'argent des touristes qui va rentrer dans l'Ardèche et ressortir aussitôt. Et puis il y a une autre façon de le gérer qui est de se dire: on a en même temps des produits de qualité, des produits spécifiques, d'autres éléments patrimoniaux, on a tout un tas d'autres possibilités particulières. Eh bien, il faut qu'on l'articule pour capter les gens qui viennent. Et c'est le passage classique de l'économie, de l'économie résidentielle, qu'il ne faut pas repousser dédaigneusement, à condition de la transformer en économie productive. C'est-à-dire de profiter qu'il y a de l'argent qui vient se dépenser quelque part pour pouvoir, dans la réponse que l'on fait, construire, y compris de l'industrie.
Et que donc il n'y a pas de contradiction entre industrie productive et industrie et économie résidentielle, mais qu'il y a combinaison, synergie ou pas, suivant la stratégie que l'on va suivre. Donc on n'est pas ballotté par les événements. On a des marges de manœuvre à partir du moment où on a correctement identifié là où on est un peu meilleur ou un peu différent des autres. Moi, j'étais quand même très frappé il y a quelques mois lorsque M. Mittal, représentant le grand groupe sidérurgique Mittal, rencontre le président de la République française. Eh bien, c'est M. Mittal qui ressort de l'Élysée en ayant à peu près tout ce qu'il veut. Autrement dit, on a eu un spectacle là d'une relative impuissance de l'État. Et c'est de plus en plus ressenti dans les territoires, en se disant, mais l'État et nos collectivités, nous, finalement, on se rend compte qu'avec la globalisation, on ne peut pas faire grand-chose. En réalité, dans les stratégies de développement territorial, il existe des marges de manœuvre pour reprendre prise. Mais reprendre prise sur son destin économique, collectif, mais à partir des ressources que l'on est capable de générer. Alors, toujours pour émailler sur cette importance de la ressource, un autre petit exemple pour vous montrer qu'il y en a énormément. Oui, 1 minute, d'accord. Oui, vous avez perdu de vue, je ne savais plus où vous étiez, donc c'est pour ça. J'étais parti, là je suis à Saint-Étienne, là. C'est-à-dire, Saint-Étienne, c'est une ville importante, 450 000 habitants, charbon, la Manu France, tout ça, ça a été balayé par la crise. Et aujourd'hui, ils sont en train d'être hyper performants et de créer des emplois dans le design industriel. Donc évidemment, comme il me reste 1 minute, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Mais c'est simplement pour vous montrer que c'est possible de partir de pas grand-chose, alors qu'apparemment, le destin est un peu contraire, et d'arriver à une transition. Mais à condition d'avoir ces différentes étapes que j'ai essayé rapidement de décrire. Alors, ça veut dire aussi, pour terminer, qu'on doit penser... ça devient compliqué, le métier de responsable de territoire aujourd'hui. C'est qu'on doit penser l'interterritorialité. C'est-à-dire que chaque territoire, c'est fini le temps où bassin de vie, bassin d'emploi, même si dans certains lieux c'est encore le cas, bassin de vie et bassin d'emploi étaient collés. C'est Jean Viard qui disait qu'en 1960, les Français faisaient 4 km pour aller au travail, et puis aujourd'hui, ils en font 45 en moyenne. Donc ça veut dire que vous avez bassin de vie, bassin d'emploi qui sont distincts. Ça veut dire que ceux qui ont des salaires, ils produisent à un endroit de l'argent, mais qui vont dépenser ailleurs. Donc un territoire à lui tout seul est de moins en moins complet et représente de moins en moins une économie où il y a une cohérence, les emplois donnent lieu à des salaires, des revenus qui vont être dépensés sur place, et ça va permettre de recommencer le coup d'après. Donc ça veut dire que si vous avez cette distinction-là, il faut faire bien sûr des projets de territoire, mais aussi des projets interterritoriaux. Et il faut penser l'interterritorialité, qui n'est pas le même esprit que l'intercommunalité. C'est des communautés, des réseaux de stratégie complémentaires. Donc on pourra éventuellement en reparler. Et il faut aussi gérer le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il faut réagir vite, mais agir dans une durée. Alors évidemment, ça c'est un peu avec les changements politiques cycliques. En gros, pour être rapide, un cycle de renouvellement électif, c'est autour de 6 ans. Et puis, un cycle de nouveaux projets de développement, c'est une vingtaine d'années, pour être grosso modo, quoi. Donc, c'est un peu contracyclique. Alors, il faut gérer ça. Bon, voilà, c'est tout. C'est un problème de plus. Et je conclurai, si vous voulez, en disant que cette idée de développement territorial, d'économie territoriale, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et c'est notamment une bonne nouvelle pour les régions en difficulté. Un jour, j'étais dans une réunion où on montait un parc naturel régional. Et puis, il y a une personne dans la salle qui dit « Ouais, mais de toute façon, nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on valorise? Nous, on n'a rien. » Alors, je lui ai dit sous forme de boutade « Vous n'avez rien, mais parfait, vendez-le. » Alors, évidemment, il m'a regardé en me disant « Attends, il est en train de se foutre de moi ou quoi ?» Mais au fond, après, on a réfléchi un peu à ce que ça voulait dire. Ça veut dire que rien, c'est peut-être ça votre ressource, mais vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas réfléchi.
parce que vous êtes dans un lieu entre Lyon et Marseille avec plein d'urbains qui demandent un endroit où il y a du silence, du calme et de la beauté des paysages, vous l'avez ça. Alors évidemment, vous ne faites pas des grandes usines avec ça. Mais vous avez un atout qui, pour l'instant, ça vous semble être un inconvénient. Mais si vous commencez à réfléchir un petit peu, cet inconvénient peut basculer en avantage. Et à ce moment-là, vous devenez le lieu qui va catalyser les gens qui veulent du calme et de la tranquillité. Alors le seul inconvénient, évidemment, et je finis là-dessus, c'est que lorsque vous avez du calme que vous vendez et que ça a du succès, ça finit par faire du bruit. Et donc, évidemment, on est là aussi dans des cycles, c'est-à-dire qu'il faut toujours innover, toujours se projeter en avant et toujours essayer de renouveler sa différence par rapport à d'autres. Voilà, merci. Merci, professeur. Alors, avant de proposer à la salle de vous poser quelques questions, moi j'en ai une. Vous nous dites qu'il faut gérer le temps à l'échelle du territoire. Les chefs d'entreprise à qui on propose de s'investir pour participer à des ateliers pour co-construire ce territoire se disent « moi, il faut que je gère mon temps ». J'imagine que, à travers ces différents exemples, Saint-Étienne et les autres, vous avez pu constater ce qui fait la différence entre un processus de co-construction qui s'enlise dans la réunionnite, parce que c'est réellement la crainte certainement que peuvent avoir les chefs d'entreprise, et un processus qui réussit à co-construire ce projet de développement économique. Qu'est-ce qui fait la différence en termes de process et en termes de gouvernance ? Oui, c'est une question difficile, parce qu'il y a des tas de cas de figure différents. Mais je crois que c'est l'intérêt bien compris de tout le monde. C'est-à-dire que s'il y a le moindre type d'échange un peu donnant-donnant en disant vous venez passer parce que j'ai besoin de la caution des chefs d'entreprise, ça fait bien dans ma réunion d'avoir des chefs d'entreprise, là vous êtes sûr que le truc ça ne sert à rien. Enfin j'imagine, vous me direz mieux que moi. Mais par contre, je pense, avec monsieur, on parlait de pôle de compétitif, de cluster. Mais là, c'est l'intérêt bien compris, où on voit que quelquefois, on a besoin d'un coup de pouce public pour embrayer le truc, et après, ça doit tourner tout seul. Et à ce moment-là, le chef d'entreprise, il a intérêt à y passer un peu de temps, parce qu'il sera partie prenante. Voilà. Merci. Alors, il y a certainement des questions pour le professeur Pecker. On s'est donné une dizaine de minutes pour pouvoir y répondre, et nous avons plusieurs micros qui peuvent circuler. Oui, allez-y. Il est allumé, vous m'entendez ? Oui. Excusez-moi, je n'ai pas de retour, donc je ne m'entendais pas. Juste une question dans le programme qui est établi là et dans vos discours, que j'applaudis parce que franchement, vous avez l'art de dire les choses que tout le monde pense, mais vous savez bien les synthétiser. Je n'ai pas, pour le moment, entendu parler de la place des porteurs de projets. Alors, la place des porteurs de projet, elle est éminente, évidemment. Mais il n'y a porteur de projet que s'il y a élaboration du projet. Donc moi, dans le processus général que vous êtes en train d'enclencher, il y a d'abord quelles sont les grandes directions dans lesquelles on pourrait partir pour essayer de bâtir des projets. Mais il faut qu'il y ait ensuite des porteurs de projets. Alors les porteurs de projets, il n'y a pas tellement de différence, de raison de les distinguer des entrepreneurs. Un entrepreneur, par définition, est un porteur de projet. Donc, ils sont parmi les acteurs, les porteurs de ce qui va être stratégiquement élaboré par l'ensemble des participants. Mais effectivement, développement local et territorial, s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de développement territorial. Donc, le projet, ça veut dire se projeter dans le futur. Et donc avoir une ligne, et puis en même temps, comme on a quand même besoin au début de certains subsides, il faut avoir une relation avec les pouvoirs publics. Mais ensuite, il faut qu'il y ait des gens qui portent ça et qui réalisent ça. Mais ils sont effectivement dans le processus éminemment important, mais peut-être dans un deuxième temps, après qu'on ait fait cette espèce de grande tambouille de brainstorming généralisé que vous êtes en train de mettre en route là. Y a-t-il d'autres questions pour le professeur Pecker ?
Et levez la main pour qu'on vous voit bien. Bonsoir, professeur. Alors, je suis arrivé un peu en retard, mais j'ai compris beaucoup de choses. J'ai une question qui me tracasse là depuis 5 minutes. C'est la silver economy. Alors, ceux-là, ils consomment 50% sur le territoire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ceux-là, ils ne vont pas faire 50 km, peut-être aller 10 km ou 20. Ceux-là, ils sont quasiment captifs. Oui. C'est une ressource. Absolument. On pourra en parler un petit peu là? Oui, oui. Ben, si vous voulez, alors, l'économie résidentielle qui a fait l'objet de beaucoup de discussions. Parce qu'au début, il y a beaucoup de gens dans les territoires disaient « Attendez, nous, on n'est pas d'une réserve d'Indiens, c'est pas de la vraie économie. Nous, ce qu'on veut, c'est des usines avec les toits en zigzag et puis de la fumée, enfin de la vraie, quoi. » Et puis, en fait, petit à petit, on se rend compte que, si vous voulez, pour pas être trop long, il y a le circuit économique, c'est on produit, ça donne lieu à des revenus qui sont entièrement dépensés. Et c'est la même somme, ça s'appelle le PIB. Je rappelle 2020 milliards d'euros. C'est toujours la question que je demande. Personne ne sait combien c'est le PIB, mais on en parle tous les jours. C'est un peu plus de 2000 milliards d'euros. Alors cet argent-là, il tourne comme ça. Mais avec l'économie résidentielle, c'est pareil, mais il tourne dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la dépense qui donne lieu à des revenus pour satisfaire les besoins, et ensuite ces revenus sont distribués. Et on repart dans l'autre sens. Voilà. Donc les retraités qui dépensent de l'argent sur place avec leur rente, c'est un des piliers de l'économie résidentielle. Et il y en a d'autres, il y a les touristes, il y a les résidences secondaires. Vous savez qu'en Île-de-France, pour vous dire que ce n'est pas de la rigolade, en Île-de-France, c'est mon collègue Laurent Davzy qui a déterminé ce chiffre en 2006, l'Île-de-France produisait 29% du PIB. Et il ne se dépensait en Île-de-France que 22%. Donc il y a 7 points de PIB qui se dépensaient dans le reste de la France. Mais 7 points de PIB, si vous calculez bien, c'est 140 milliards d'euros. 140 milliards d'euros, ça peut commencer à être intéressant. Donc je veux vous dire par là que ces économies dont vous parlez, c'est massif. C'est-à-dire que c'est vraiment massif. Après, tout dépend ce qu'on en fait de ces 140 milliards d'euros, comment on les capte, comment ils rentrent dans le circuit, etc. Mais donc ça ne peut pas être ignoré, bien entendu. Une dernière question pour le professeur Pecker, et ensuite on écoutera le cabinet Sémaphore. Oui, bonjour professeur. Je voudrais évoquer rapidement le rapport Saint-Étienne, qui s'était appuyé sur le fait que la croissance en Chine n'était pas sur toute la Chine, mais 3 grandes villes, qui préconisaient la même chose en France, sur Paris, Bordeaux, Lyon, Toulouse, qui donnait justement, parce que vous parlez du résidentiel, une centaine de villes en 2e cercle, et Marmande étant entre Bordeaux et Toulouse. Donc 2 questions, où en est le rapport Saint-Étienne? Et 2e question, comment voyez-vous Marmande entre Bordeaux et Toulouse? Merci. Alors, je ne sais pas si je vais répondre en totalité à cette grande question, mais je crois que vous soulevez un point qui est très important. Actuellement, il y a un nouveau débat dans les médias, dans les colloques, dans les universités, etc. Il y a un bouquin de, je ne sais jamais comment prononcer son nom, Christophe Guioli, un nom comme ça, hein, sur la fracture territoriale. Et en même temps, les partisans du phénomène de la métropolisation et des grandes villes. Et ce débat-là, c'est de dire, est-ce que dans l'économie d'aujourd'hui, il n'y a que dans les grandes villes qu'on peut vraiment faire de la richesse? Et donc, il faut mettre le paquet là-dedans. Ou est-ce qu'on ne crée pas des ghettos, etc. Alors, si la question est politique, je la laisse aux politiques, mais du point de vue strictement économique, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la capacité d'avoir des effets d'entraînement, c'est quand même les grandes villes. Alors, ce qui est à l'échelle de la Chine est pareil pour l'échelle de la France. Mais il y a des moteurs, et c'est un peu le message de l'économie territoriale, justement pour des régions qui n'ont pas forcément ces avantages-là, c'est que l'économie territoriale permet de dynamiser aussi des lieux beaucoup moins denses et qu'à terme, on va avoir besoin d'un équilibre entre les grandes villes et le reste du pays.
Et qu'un pays complètement polarisé avec que des grandes villes et des déserts autour, c'est certainement pas souhaitable, mais qu'il y a des moyens et des stratégies pour se développer dans les villes moyennes, etc. Marmande me paraît un cas de figure tout à fait intéressant de ce côté-là. Hein, c'est situé au milieu entre les deux grandes villes, les deux grandes métropoles. Et en plus, vous avez, d'après ce que j'ai vu dans le travail qui va vous être présenté maintenant, le diagnostic, hein, des atouts industriels qui restent non négligeables. Merci beaucoup, professeur.